Bonjour, Hubert Huertas, Stéphane Aliès, pour le 46e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, au Congrès socialiste, fronde ou motion majoritaire. Notre invité est un très proche de Martine Aubry, ancien ministre de la Ville. Bonjour François Lamy. Bonjour. On va naturellement parler tout au long de cet entretien du Parti socialiste et de la préparation de son fameux congrès. Et tout de suite, pour poser le sujet, ces deux déclarations à 6 mois d'écart. La première, c'était en octobre dernier. Martine Aubry, dans une fureur contenue, c'était juste après l'exclusion de 6 députés frondeurs de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et puis la seconde déclaration, la même Martine Aubry, mais sur un tout autre ton. Là, adieu frondeur, Martine Aubry venait de rejoindre la motion majoritaire. Donc voilà, je peux dire qu'il y a une demande de débat de fond, et je pense que ces députés sont parmi ceux qui connaissent le mieux ces questions et qu'on ne peut pas considérer comme des excités. Voilà. Et on leur répond par des mesquineries, alors qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant besoin de débat. Voilà. Donc, ils ont décidé de ne pas répondre, ils ont raison, parce que c'est mesquin, et quand c'est mesquin, on ne répond pas. Où sommes-nous le plus utile? Comment peser sur les décisions qui vont être prises? Et comment... C'est parfois la facilité de s'opposer. Moi, j'ai toujours essayé d'être dedans pour me battre à l'intérieur. Mais j'ai envie que la gauche gagne, j'ai envie que François Hollande gagne. François Lamy, vous qui êtes un très proche de Martine Aubry, c'est pas terriblement politicien tout cela quand même. Non, défendre les frondeurs et puis ensuite les laisser faire leur vie et se débrouiller. Mais d'abord, enfin, les choses ne sont pas aussi manichéennes que cela. Regardez chez ceux que vous appelez les frondeurs, donc ceux qui sont maintenant au sein du Congrès du Parti socialiste, ce qu'on appelle maintenant la motion B, derrière Christian Paul. Vous avez à l'intérieur des députés qui ont voté la confiance, le budget, la loi de financement de la sécurité sociale, qui ont voté le pacte de responsabilité, qui ont voté avec le gouvernement. Je ne leur en fais pas reproche. J'ai dit simplement que les choses ne sont pas aussi tranchées que cela. On n'est pas dans la politique politicienne, bien au contraire. Il n'y a pas de contradiction entre les deux déclarations de Martine Aubry. D'un côté, il y a le fait qu'elle le défend et que nous défendons le droit pour un parlementaire, à la fois à l'intérieur du groupe socialiste, mais à l'intérieur de l'hémicycle aussi, de s'exprimer, de le faire avec conviction sur un certain nombre de sujets qu'il croit majeurs, de le faire en conscience. Et ça fait partie du débat politique. Bon, après, il y a la question des votes et du soutien au gouvernement. Les choses sont des fois un peu compliquées, un peu complexes. Bon. Mais elle reconnaît, elle veut défendre ce droit pour les parlementaires. Et puis, il y a à quoi va servir le congrès du Parti socialiste de Poitiers. Voilà. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit débattre. Martine et nous-mêmes, nous pensons que ce congrès doit être utile, non pas pour éclairer les 25 années qui viennent. Bon, comme souvent d'ailleurs on le fait à l'intérieur des congrès du Parti socialiste, où on redresse quelle peut être la ligne politique, ou même d'ailleurs souvent on prend le texte et on le range dans un tiroir une fois que le congrès est passé. Ce congrès il doit être utile parce qu'il faut que le Parti socialiste pèse sur ce qui va se passer dans les 2 années à venir, parce qu'il n'y a pas de malédiction, on ne se résigne pas au fait que la gauche ait perdu à la fois l'élection présidentielle et l'élection des élections législatives qui vont suivre après. Donc la question qui s'est posée, c'est de savoir où est-ce qu'on pèse le mieux, où est-ce qu'on pèse le plus, et d'ailleurs sur quel sujet on pèse pour qu'on ait des résultats en matière économique et sociale, pour qu'on redonne envie aussi aux électeurs de gauche de revoter pour la gauche, pour le Parti socialiste dans les prochaines échéances. C'est ça l'enjeu du ça n'a pas un petit air de redite avec ce qui a amené Manuel Valls à Matignon, c'est-à-dire qu'il s'était entendu avec Arnaud Montebourg, avec Benoît Hamon. Deux frondeurs. Et puis finalement, Manuel Valls a fait ce qu'il a voulu, puis maintenant il est tout seul. Et donc, est-ce que Martine Aubry ne lui refait pas la courte échelle? Mais non, mais les choses sont en train de bouger. D'abord parce que vous oubliez un acteur. Dans tous ceux que vous avez cités, c'est le président de la République, François Hollande, qui lui a pour mission, alors que Manuel Valls est dans le quotidien, de se projeter un petit peu dans l'avenir. Moi, je ne me résigne pas, comme je vous l'ai dit, au fait qu'on perde en 2017. Bon. Le problème auquel on est confronté actuellement, c'est que la gauche a fait des choses très très bien.
Bon. Et encore mardi, on votait la loi santé avec le tiers payant, mais avec un certain nombre d'autres mesures qui vont dans le bon sens. Mais les électeurs n'ont pas cette sensation. Oui, mais, voilà, mais en tout cas, je veux dire, vous avez une vraie loi de gauche qui a été votée, puis je pourrais parler d'éducation, je pourrais parler de la justice, je pourrais parler de bien d'autres problèmes, de la politique de la ville aussi, sur lequel je crois on a avancé. Bon. Et puis, il y a les questions économiques et sociales sur lesquelles, effectivement, il y a eu des mesures qui ont été prises, qu'on a désapprouvées pour certaines d'entre elles à l'époque, et entre autres l'arrosage, je vais l'appeler comme ça, systématique de l'ensemble des entreprises sans cibler les aides et sans contrepartie. Bon. Et puis, voilà, vous voyez que depuis les élections départementales, il y a eu, à la fois dans la bouche du président de la République, sur le fait qu'il fallait maintenant, ce que nous demandons depuis des semaines, porter les efforts sur l'investissement privé comme sur l'investissement public. Même le Premier ministre, lors du séminaire, lors de sa déclaration après le séminaire gouvernemental, parle aussi d'investissement et dit surtout que après l'analyse du CICE et du pacte de responsabilité qui doit intervenir avant l'été, donc avant le dialogue budgétaire, alors il faudra regarder si effectivement ce n'est pas totalement efficace, et il dit lui-même d'ailleurs que le compte n'y est pas, alors il faudra rééquilibrer, réorienter les 15 milliards qui restent vers de l'investissement qui, lui, soit producteur d'emplois. Et ça, pour moi, pour nous, c'est une inflexion qui, dans un cadre politique qui reste le même, bon, va dans le bon sens. Et je pense que Martine Aubry a quelque peu pesé. Bon. Donc voilà, l'enjeu, il est là. Et vous verrez dans le texte de la motion signée par Jean-Christophe Cambadélis, qui est une motion, qui est un nouveau texte. Ce n'est pas la contribution de Cambadélis du mois de février, c'est un nouveau texte. On y a participé et tout ce qu'on a pu mettre comme point un peu dur, comme arrête à l'intérieur de notre propre contribution au mois de février, on les retrouve à l'intérieur du texte de Cambadélis. Il a bougé très vite, hein, ce texte. Dès le lendemain, il a bougé. Non, il n'a pas bougé du tout. Mais avant de revenir... Non, vous ne laissez pas intoxiquer par cela. Il n'a pas bougé du tout. Il n'a pas bougé sur l'examen du CICE et son rééquilibrage. Il n'a absolument pas bougé. Tout ce qui a été publié par nous-mêmes, d'ailleurs, Mediapart. Il n'a pas bougé. Oui, mais faites attention. Là aussi, je ne veux pas non, mais allez-y, on est là pour ça. À dévoiler vos sources. Voilà. L'important, c'est de savoir qui c'est qui vous l'a donné. Moi, je peux vous dire en tout cas que ces 10 derniers jours, le texte n'a pas bougé. Voilà, et que ce qu'on avait proposé, alors il y a eu des débats, il y a eu des évolutions bien entendu, bon, quand vous avez une discussion. Mais sur la question du réexamen du CICE et du pacte de responsabilité avant l'été, et sur le fait qu'on rééquilibre vers l'investissement public et sur l'investissement privé, ça n'a pas bougé. Tout comme ça n'a pas bougé non plus sur le travail du dimanche, voilà, sur le fait que nous nous opposions à toute nouvelle extension du travail dominical. Alors justement, parlons-en. Il y a donc marqué dans ce texte, prenons-le au sérieux, puisque c'est ce qui est demandé et par vous et par Jean-Christophe Cambadélis, vous parlez donc pas de nouvelle extension du travail du dimanche. Ça veut tout et rien dire. C'est après, une fois la loi Macron votée, ou ça veut dire que d'ores et déjà, la loi Macron qui va revenir à l'Assemblée sera dépourvue de... Ça veut dire qu'en deuxième lecture, lorsqu'on va regarder de nouveau la loi Macron, les députés socialistes seront mieux armés pour discuter avec le gouvernement, parce que, j'allais dire, ce qui manquait depuis peut-être 3 ans, c'est le 3e larron. Vous avez d'un côté l'exécutif, vous avez le groupe socialiste, et il manquait le parti. Bon. Le parti a été malheureusement cruellement absent du débat politique et de la décision politique depuis 3 ans. Et donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il pèse maintenant. Ce n'est pas le parti qui va, chaque matin, dicter à l'exécutif ce qu'il doit faire ou ce qu'il va faire dans la semaine. C'est qu'il y ait de ce débat, et sur des décisions que devra prendre le Parti socialiste, qu'il y ait l'émergence de solutions. Sur l'histoire du travail du dimanche, moi j'étais persuadé qu'on pouvait éviter le 49.3. J'étais persuadé qu'on pouvait trouver un accord compte tenu de l'aspect un petit peu, entre guillemets, fourre-tout de la loi Macron. Il y avait des choses importantes, il y avait des choses qui l'étaient moins, il y avait des symboles, bon, et il y avait matière à trouver le compromis. Il n'a pas été trouvé en première lecture. Je pense qu'on va pouvoir le trouver en deuxième si le parti pèse. Voilà. Mais vous pensez vraiment que ce texte peut s'imposer avec les mêmes acteurs et le même dispositif, si ce n'est que Martine Aubry l'a rejoint. Mais on parle de nouvelles lois bancaires dans ce texte, avec une réforme fiscale. On parle d'une réforme fiscale, on parle du rétablissement de l'encadrement des loyers, qui par ailleurs avait été supprimé. Est-ce que ça veut dire que si votre motion l'emporte au Congrès, toutes ces choses-là vont avoir lieu d'ici 2017 ? C'est l'objectif.
Vous savez, la politique, c'est voilà, on n'y croit plus. Bon, c'est fait à la fois des fois de rapports de force, de compromis, de débats, de dialogue. Bon, voilà, c'est-à-dire reprendre la campagne présidentielle, mais sur un mandat de 2 ans, quoi. C'est-à-dire permettre, vous savez, sur l'encadrement des loyers, c'est assez simple. Hein, il suffit de créer des observatoires partout. Oui, mais la fameuse grande réforme fiscale, celle-là, on propose de commencer de l'amorcer, je veux dire, en commençant par la mise en place du prélèvement à la source, bon, et sur le fait de commencer à baisser pour les plus bas revenus la CSG. Ça, c'est le premier acte de ce que peut être la réforme fiscale. Tout ne se fera pas d'ici 2017. C'est vrai qu'on a perdu sur un certain nombre de domaines du temps. Bon. Mais ça ne nous empêche pas de le rattraper. Et moi, je crois en la capacité, et c'est ce qu'a voulu faire Martine Aubry et ce qu'ont voulu faire ses amis, c'est de dire on essaie de peser. Peser au bon endroit, pas témoigner, pas être... Voilà, moi, j'ai jamais fait de la politique simplement pour dire voilà ce que je pense et voilà pas ce que je fais. Voilà. Ou de dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais je ne mets pas les mains dans le cambouis. Voilà. Oui, c'est pas la façon de fonctionner. Peser comment regarder, ça c'est déjà fait. Peser avec un texte, ça paraît... Stéphane Agnès, comment on fait il y a 2 semaines, personne n'aurait parié qu'un texte où il y aurait précisé ce que je vous ai dit sur le CICE, sur le pacte de responsabilité, sur le travail du dimanche, sur les collectivités locales, sur un certain nombre d'autres domaines sur lesquels personne n'aurait parié que ça se trouve comme ça à l'intérieur du texte. Donc on a déjà une première victoire. Mais est-ce que justement, il n'y a pas une crainte à avoir? Et pour reprendre la question d'Hubert tout à l'heure, en gros, comment on fait pour peser au-delà de ce simple texte, pour son application, sa mise en application? Est-ce qu'il vous faut des ministres? Comment on fait dans un gouvernement où il n'y a plus de débat? Il faut que cette motion soit majoritaire, il faut que ça pèse. Parce que si cette motion, ce sera Valls aussi qui sera majoritaire. Si cette motion, vous êtes suffisamment alerte et suffisamment au courant de ce qui se passe à l'intérieur du Parti socialiste pour savoir que les choses sont plus compliquées que ça. Voilà. Bon. Et donc, si ce texte passe majoritairement le vote des militants, ça veut dire que cette ligne qu'on a réussi à réorienter, et ben cette ligne arrivera avec beaucoup plus de force à l'intérieur du parti. Pourquoi? Parce que les dirigeants du Parti socialiste ne sont pas hors sol. Ils ont vu le résultat des élections départementales, ils ont vu le résultat des municipales, des sénatoriales ou des européennes. Ils rencontrent aussi, comme tous les militants, des électeurs qui leur expliquent, des électeurs d'ailleurs qui sont des fois très, très contradictoires, quoi. Bon, mais qui, voilà, on sent qu'il y a une attente, une demande, et je pense que, voilà, je vous dis, personne n'aurait parié qu'on puisse peser comme ça dans le texte. Voilà, et ben, vous faites confiance pour continuer à peser après, quoi. On aurait un texte, mais vous savez bien que avant les présidentielles et au moment des présidentielles, il y avait un autre texte, c'était le programme du Parti socialiste. Sitôt élu, le président qui fait ce qu'il veut dans la Ve République a décidé de faire une autre politique. Pourquoi est-ce qu'il ne referait pas la même chose avec votre texte? Mais je vais vous relancer. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assied par terre, on attend la mort? Non, on est sur le fait qu'on est des militants politiques qui croyons, qui avons des convictions, et qu'à chaque fois, oui, il y a du débat, il y a du dialogue, des fois c'est un peu plus musclé que d'autres fois, il faut du rapport de force, il faut faire monter la pression. Moi, je crois à la capacité aussi du président de la République, qui est suffisamment fin politique pour analyser ce qui se passe à l'intérieur de la société française, de mesurer quelque part que la gauche est en recul, toute la gauche d'ailleurs, toute la gauche, pas que le Parti socialiste, toute la gauche. Bon. On a un phénomène dans notre pays qui est inquiétant par rapport à la montée des populismes et qu'il faut réagir, à la fois par des mesures structurelles et puis par des mesures plus à court terme. Donc moi je crois en la politique, donc à la capacité de changer les choses, et y compris, je veux dire, en termes de débat, de dialogue entre le PS et l'exécutif, de faire évoluer les choses. Voilà, mais moi, j'y peux rien. Il y a eu, je le soulignais tout à l'heure, vous avez ceux qui sont réputés maintenant frondeurs, certains d'entre eux qui eux-mêmes ont permis que Manuel vienne, et qui ont même se sont sentis trahis, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Bon. Vous voyez, les choses bougent. Quoi, hein. Et justement, pour porter ce texte, est-ce que Christian Paul, qui est un proche de Martine Aubry, ne ferait-il pas un meilleur premier secrétaire que Jean-Christophe Cambadélis pour porter ces rapports de force? C'est les militants qui le décideront. Bon. 2, moi je regarde là où c'est le plus utile. Voilà. Je ne crois pas, compte tenu de ce que je connais du Parti socialiste, je crois que c'est dans le soutien de cette motion majoritaire et dans sa capacité à faire bouger ce que constitue aussi le Parti socialiste que les choses pourront avancer.
Je vous le dis très clairement, je n'ai pas d'animosité, je ne veux pas d'ailleurs que dans ces 45 jours qui nous séparent du vote des militants, organiser une confrontation avec des amis, avec des camarades. Je crois que chaque militant doit pouvoir juger. Parce que vous êtes quand même plus proche de Christian Paul que de Christophe Careisch. Et pourtant, vous n'êtes pas parti de la même motion. J'allais vous dire, il n'y a pas photo là-dessus. Bon. Mais vous êtes dans la motion avec Christophe Careisch. Oui, mais tout comme Christian est avec un certain nombre de camarades qui ont voté l'ensemble des textes du gouvernement. Moi, je n'ai pas voté la confiance. J'en connais d'autres, je ne donnerai pas les noms, mais de députés qui sont à côté de Christian Paul et qui l'ont voté. Qui ont voté le pacte de responsabilité, qui ont voté le budget, le financement de la sécurité sociale. Donc vous voyez, je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faille organiser le débat. Je crois simplement que si cette motion était majoritaire, ça serait l'organisation d'une fracture et d'une confrontation qui empêcherait de réaliser nos propres objectifs. Voilà. Quand Martine Aubry dit « je veux peser de l'intérieur », je crois que c'est plutôt à l'intérieur de la motion majoritaire qu'on doit pouvoir peser et qu'on gagnera, qu'on engrangera le plus de gains politiques. Et ça n'a rien à voir d'ailleurs avec, comme vous disiez tout à l'heure, des jeux tactiques politiciens. C'est où est-ce qu'on pèse le plus pour que la gauche réussisse, parce que ça a toujours été le cas. Moi, j'ai été un conseiller politique de Martine pendant 3 ans et demi, du congrès de Reims jusqu'à la victoire de 2012. On s'est beaucoup travaillé, on s'est beaucoup battu, on a gagné les différentes échéances, on a préparé une primaire qui n'était pas facile à organiser, je n'allais pas dire techniquement, mais politiquement, c'est-à-dire de faire que tout d'un coup, ça soit vraiment un élément dynamique pour la victoire. Nous, Martine, nous, tous ceux qu'on a été à cette époque-là, y compris Christian Paul, on n'a pas fait tout ça pour échouer en 2017. Voilà. Et donc, si vous étiez entendu, à savoir si votre texte... On a déjà été entendu un petit peu. Alors, donc vous dites, nous avons un texte, vous dites le texte n'a pas bougé, donc il ne bougera pas. Ce texte, s'il était voté, donc vous seriez entendu. S'il était appliqué, est-ce qu'il n'y aurait pas un grand problème de cohérence de la part du président de la République? Voilà un homme qui a, en 2012, un texte donc, qui est le programme du Parti socialiste, même s'il l'adapte à sa propre politique, et puis il tourne le dos à ce programme. Et il enclenche une politique que qui ne vous a pas toujours plu, vous avez beaucoup tordu le nez avec cette politique. Et puis tout d'un coup, à 2 ans, il se remettrait à faire ce qu'il n'a pas fait. On va s'en plaindre. Mais enfin, est-ce que ça ne pose pas, sans plaindre ou pas, mais est-ce que ça ne pose pas un problème de cohérence politique pour un candidat à la veille de demander 50 plus? Vous, après, vous ferez les commentaires. Moi, ce qui m'apporte, c'est les mesures qui seront prises. Si c'est uniquement dans l'ordre du discours, oui, ça poserait un problème. Mais si la réalité, c'est qu'on constate ce qu'on sait, à savoir que le CICE, le pacte de responsabilité, dans certains secteurs, n'ont pas produit leur fruit, qu'il n'y a pas eu de création d'emplois, qu'il n'y a pas eu d'aide à la formation des salariés, et qu'il faut réorienter. Et si c'est réorienté, si pour les collectivités territoriales qui investissent, elles sont mieux soutenues, pour les maires bâtisseurs, s'ils sont accompagnés, s'il y a des mesures très très concrètes qui sont prises, on ne va pas s'en plaindre quand même, non? Parce que c'est ce qu'on veut, avoir des résultats. Si tout ça permet à un moment de voir tout d'un coup le chômage baisser de manière non pas conjoncturelle mais structurelle, voilà. Et je veux dire, après, vous irez même vous-même faire les commentaires en disant qu'il n'a pas été cohérent du début jusqu'à la fin. Je vais poser la question d'une autre façon. Est-ce que François Hollande, s'il appliquait cette politique à laquelle il a tourné le dos, n'aurait pas l'air bête? Mais c'est pas le sujet. Ah, des fois en politique, ça compte de ne pas avoir l'air bête. Oui, mais ça, c'est quand on s'arrête qu'à l'écume des choses. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le contenu même de la politique, que la gauche ait des résultats. C'est pas de savoir si tel ou tel peut être jugé de telle ou telle façon. Je crois que le président de la République, dont nous souhaitons qu'il réussisse, parce que c'est toute la gauche qui est entraînée derrière si jamais il y a un échec. Oui, mais pour le dire autrement, est-ce que ces mesures-là peuvent être mises en place par un gouvernement dirigé par Manuel Valls, dont Martine Aubry a toujours eu des relations compliquées, et par des nouveaux Guizot, si que Martine Aubry encore... Est-ce que Manuel Valls peut manger son chapeau? C'est ça. Le problème n'est pas de savoir si c'est Manuel Valls ou pas, ou de personnaliser. Nos institutions, elles sont faites de la façon suivante. Vous avez le président de la République qui guide l'orientation de la politique, et le Premier ministre qui la met en œuvre. Voilà. Il ne faut pas un changement de gouvernement, un remaniement interne de gouvernement. Ça sera à François Hollande de le voir. C'est clair que ce gouvernement a
un défaut, c'est qu'il ne représente pas toutes les sensibilités du Parti socialiste et il ne représente pas toute la gauche de gouvernement, c'est-à-dire toute celle qui a envie de mettre les mains dans le cambouis pour qu'on puisse réussir. Bon, François Hollande le sait. Donc après, il décidera au moment opportun ce qu'il a envie de faire. Mais lorsqu'on dit qu'on souhaite que les Verts rentrent au gouvernement, oui, d'ailleurs, nous travaillons avec toutes les sensibilités des Verts et toutes les sensibilités écologistes pour que ça soit le cas. Parce que moi, j'ai été de ceux, par exemple, qui a été un des principaux artisans des accords qu'on a passés avec les Verts. Je crois que ça a été une très très bonne chose pour remporter les sénatoriales et les législatives et l'élection présidentielle. Voilà, moi je souhaite qu'il en soit de même. Donc, et il faut qu'ils aient toute leur place parce qu'y compris, ils apportent une sensibilité politique qui nous aide. Bon, et inversement, d'ailleurs, on les a fait... Compatible avec Manuel Valls et Emmanuel Macron. Mais c'est pas le sujet de Manuel ou pas. Mais ça, c'est après, c'est chacun dans un contexte de rigueur. Oui, mais chacun jugera après s'ils se sent bien à l'intérieur de cette politique ou pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est de la politique menée elle-même. Qu'elle soit menée par Manuel ou par un autre, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le contenu même de la politique. Voilà. Qu'elle soit menée par quelqu'un dont c'est pas la philosophie politique, ça compte quand même. Je ne rentrerai pas là-dedans, je ne rentrerai pas sur le côté... Vous voyez, c'est comme ça aussi que finalement, on s'est retrouvé dans une situation où, parce que c'était Emmanuel, tout d'un coup, certains sont sortis du gouvernement, je pense aux Verts, alors qu'il aurait été fait un certain nombre de propositions. Donc, je ne crois pas qu'il faille aborder le débat. Vous êtes aussi sorti du gouvernement à ce moment-là. Ouais, non, moi, je ne suis pas sorti du gouvernement. Vous avez refusé d'y re-rentrer. Vous avez été sorti, c'est différent. Bon, mais j'ai refusé d'y re-rentrer au mois d'août, parce que j'estimais, compte tenu de ce que j'avais vu, et la demande de cohérence demandée par Manuel Valls, que je lui poserais plus de problèmes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Bien, il nous reste assez peu de temps, alors on va aborder quand même des questions qui touchent à un sujet qui vous tient à cœur, hein, qui sont les questions portant sur la ville. Vous avez été ministre de la ville, n'oublions pas. À vous, Stéphane. Oui, est-ce que déjà, où en est l'application de votre loi? Vous avez fait passer une loi qui redéfinissait le zonage prioritaire. Est-ce que cette loi a commencé à produire quelques effets? Êtes-vous content de l'application qui est quand même délicate de Elle commence à être mise en forme. Il y avait quoi, pour le dire très très simplement? Il y avait plusieurs volets. Il y avait la refonte de la géographie prioritaire, donc la carte des quartiers. Donc on passait de 2500 à 1300 quartiers. Ça, elle a été décidée. Et ça veut dire qu'il y a une centaine de villes qui rentrent en politique de la ville, donc qui découvrent tout d'un coup ce que c'est. Bon. Et y compris, pour moi, c'était important d'ailleurs, pas que des villes de banlieue. Des villes où il y a des phénomènes urbains, dans des territoires périurbains ou ruraux. Bon, j'en parlais la semaine dernière avec Michel Vernier, le député maire de Guéret. Il est très content, pas forcément des crédits qu'il va recevoir au démarrage, mais surtout de la méthodologie que met en place la politique de la ville, qui oblige tous les acteurs à travailler ensemble. Il y avait le deuxième domaine qui était celui qui était lié, qui est la question des contrats de ville, c'est-à-dire le rapport contractuel entre l'État, les élus et le monde associatif, qu'on avait étendu à d'autres acteurs, à l'ensemble des ministères, au fait qu'on essaye de mobiliser l'ensemble des politiques publiques pour les quartiers. C'est en train d'être discuté. Bon, les contrats doivent être signés d'ici juin 2015. Puis il y avait la deuxième partie de la rénovation urbaine. La liste des quartiers a été publiée et les choses vont se mettre en œuvre. Donc là, ces mesures structurelles-là, elles se mettent en place. Il y a un volet sur lequel je suis plus critique sur la mise en place, c'est la question des conseils citoyens, qui pour moi était quelque chose de très important, c'est-à-dire la capacité pour l'État d'organiser, en tout cas d'aider à l'organisation de l'émergence d'une mobilisation citoyenne à l'intérieur de ces quartiers. Je trouve qu'on a été trop souple. Oui, ça ne fonctionne pas exactement comme vous nous aviez prévu que ça fonctionne. Voilà, il y a des endroits où ça fonctionne, où effectivement on a des conseils citoyens qui se mettent en place et qui sont indépendants du pouvoir local et donc qui vont pouvoir faire émerger la parole citoyenne. Ce n'est pas le cas partout. Voilà. Après, ça c'était pour moi que la première phase de ce qu'il fallait faire. Il y avait une deuxième étape, quoi. Depuis les attentats de Paris, vous diriez que la gauche est plus au clair sur les questions de laïcité et des rapports avec l'islam? Je pense que la gauche est en débat sur cette question. Elle l'était avant. Elle l'est toujours. Elle a avancé. Et honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas... Vous ne pourrez pas dire à un moment, à un instant T, ça y est, toute la gauche est d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à l'émergence de la deuxième religion de France, de l'islam. Des problématiques qu'on ne voit pas.
encore maintenant, et que le débat doit continuer à exister. Bon. L'important pour nous, c'est que ça ne soit pas fait de manière dogmatique, et qu'on ne se retrouve pas avec les tenants intransigeants de la laïcité, c'est-à-dire, pour certains d'ailleurs, c'est quasiment de la disparition des religions de l'espace public. Bon. Et puis d'autres qui seraient dans le laisser-faire et le laisser-aller, en disant, après tout, que chacun fasse ce qu'il veut. Il y a un cadre qui est la loi de 1905. Je pense que si on en reste à l'esprit de ce qu'a été la loi de 1905, on détient une bonne partie des clés de ce qu'il faut faire. Bon. Mais je prends l'exemple du voile à l'université. Moi, je suis opposé au fait qu'on interdise le voile à l'université, parce qu'on a affaire à des adultes qui sont... contrairement à Manuel Valls. Oui, là, je suis en désaccord avec Manuel, mais j'étais en désaccord quand j'étais au gouvernement avec lui sur d'autres sujets. Je pense entre autres sur les questions des sorties scolaires. Bon, je trouvais qu'il y avait une discrimination vis-à-vis des femmes qui en plus voulaient s'intégrer en accompagnant leurs enfants. Moi, je pensais qu'il fallait abroger la circulaire Châtel. Donc sur l'université, moi je pense qu'effectivement on ne peut pas, non seulement pas interdire le voile, mais en même temps, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'on abandonne le combat politique sur les droits de la femme, sur ce que représente, y compris aux yeux des religions, le fait d'obliger les femmes à se voiler, à se couvrir, et ainsi de suite. Tout ça doit continuer à coexister. Bon. Mais je pense qu'il faut qu'on soit attentif, surtout dans cette montée du populisme et de l'extrémisme et du Front National, où on voit bien que la cible, c'est passé des immigrés aux musulmans, mais c'est les mêmes populations qu'on veut toucher. Je pense qu'il faut que la gauche ne cède pas. Voilà, sur ses convictions et sur le droit pour les citoyens d'exercer leur religion librement, à partir du moment où c'est dans le cadre des lois de la République. Stéphane, je vous laisse la dernière question à propos de la loi sur le renseignement. Oui, hier on a assisté, mardi, ce mardi, on a assisté à un vote assez étrange, puisque un amendement étendant en gros le rôle des gardiens pénitentiaires à un renseignement, donc on était dans l'hémicycle sur l'étude du projet de loi sur le renseignement, a vu un amendement empêchant cela être voté malgré tout par l'UMP et une partie droitière de députés socialistes contre des frondeurs soutenant le gouvernement. On n'y comprend plus rien, on est à fronde renversée. Que se passe-t-il? Deux choses par rapport à ça. Vous étiez un ancien député de la Commission de la Défense. Oui, tout à fait. J'étais malheureusement pas dans l'hémicycle pour d'autres raisons. J'allais vous dire une plaisanterie. Ça prouve que Jean-Jacques Urvoas, le président de la Commission des lois, peut de temps en temps fronder, voilà, y compris contre le gouvernement. Donc on aura l'occasion de pouvoir lui rappeler après. La deuxième chose, qui est pas que de forme d'ailleurs, c'est que je crois que moi qui ai vécu 3 législatures, on est sur maintenant quelque chose de nouveau, et sur le fait que le Parlement débat, voilà, il y a des désaccords, il peut même y avoir effectivement d'une majorité à l'opposition, entre guillemets, des croisements. En tout cas, vous voyez que les choses ne sont pas aussi nettes que cela. Bon, et que quand des frondeurs réputés comme tels, étiquetés comme tels, se mettent à soutenir le gouvernement contre d'autres sensibilités du Parti socialiste, c'est un phénomène nouveau et qui est plutôt à souligner. Moi, j'aurais voté effectivement le fait qu'on n'étende pas les outils de renseignement à l'administration pénitentiaire, parce que le vrai risque, en fait, on sait bien que ce n'est pas le gardien de prison qui va disposer de ces outils-là. Bon. Mais le vrai risque, c'est le regard que va avoir maintenant le détenu vis-à-vis du gardien de prison. Bon. Donc voilà, mais il y aura une deuxième lecture, et donc je pense qu'on pourra revenir. Mais c'est la première fois dans le quinquennat, est-ce que ça amorce des possibles sur certains textes renversement de majorité, ou l'UMP avec la partie, avec l'aile droite des députés socialistes non, mais vous savez, faire ça fait partie aussi des majorités, des jeux parlementaires. J'ai déjà vu aussi des députés communistes voter avec la droite contre le gouvernement. Vous n'allez pas dire tout à coup qu'il y a un axe entre les députés. On a davantage vu au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Voilà, donc il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives. Non, il y a eu un débat parlementaire, et moi je trouve que c'est plutôt sain actuellement sur une loi qui est quand même très importante, très, très complexe, et qui appelle quand même à ce que les uns et les autres, on s'interroge sur ses conséquences en matière de liberté publique, mais en même temps de lutte contre le terrorisme, parce qu'il faut toujours mener les deux de front. Voilà, vous avez un épisode parlementaire, donc il ne faut pas tirer une conclusion, quoi. Merci François Lamy d'avoir participé à cette 46e numéro d'Objection. Merci à vous Stéphane Aliès qui l'avait préparé et présenté avec moi. Et puis merci à toute l'équipe de 5e étage Production.